Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gargantua de Rabelais. Il s'agit de la fin des guerres picrocolines, donc c'est la troisième étape, si l'on peut dire, la dernière partie, qui va concerner les chapitres 46 à 51. Chapitre 46, il s'agit de la clémence de Grangousier envers Touquedillon. 47, le retour de Touquedillon chez Picrocole et la mort du capitaine. 48, l'assaut de Gargantua contre la Roche-Clermault. 49, la fuite et le sort de Picrocole. 50, le discours de Gargantua aux vaincus. Et enfin 51, la récompense des vainqueurs gargantuistes. Donc on attaque par le chapitre 46. Alors, chapitre 46, comment Grangousier traita humainement Touquedillon prisonnier. Donc on se souvient que Touquedillon avait été ramené lors des chapitres précédents à Grangousier. Donc Touquedillon fut présenté à Grangousier pour qu'il l'interrogeât sur l'entreprise et les affaires de Picrocole. Donc en quelque sorte, Touquedillon va donner des informations à Grangousier parce qu'il est prisonnier. Et Grangousier va expliquer finalement pour ce qu'il pense de l'attaque de Picrocole. Donc avec des éléments comme « qui trop embrasse peut étreindre », donc qui est un proverbe connu, et pour expliquer que finalement, auparavant, nous avions des grands conquérants, donc il compare Picrocole à Hercule, Alexandre, Hannibal, Scipion, César, etc. Mais que ces grands conquérants, quand ils obtenaient des territoires, on les appelait conquérants. Mais maintenant, ce que l'on appelait autrefois donc prouesse, maintenant on l'appelle brigandage et méchanceté. C'est-à-dire que les choses ont changé. Ce n'est plus le temps d'obtenir de grands empires. Bien au contraire, il faut savoir se contenter de son royaume et surtout, la priorité, ce n'est pas d'obtenir le plus grand royaume possible, c'est de bien administrer son royaume. Donc c'est ainsi qu'il explique qu'il aurait mieux fait de se restreindre en sa maison en la gouvernant royalement que d'insulter la mienne en la pillant hostilement, car en la gouvernant bien, il l'aurait rendue grande, en me pillant, il sera détruit. Donc ici, il s'agit d'un manque de bon sens de la part de Picrocole, qui fustige en même temps les mauvais conseillers de... Donc Grangousier fustige les mauvais conseillers de Picrocole. Ne le conseillez jamais en fonction de votre profit particulier, car le bien propre est perdu avec le bien public. Donc il s'agit aussi d'un mauvais calcul de la part des conseillers, qui ont poussé Picrocole à vouloir obtenir un empire immense en pensant en retirer un profit, mais finalement, ils vont être eux-mêmes noyés dans la ruine de Picrocole. Et Grangousier reprend Platon, la théorie de Platon, qui voulait qu'on n'appelle pas guerre mais sédition, les cas où les Grecs levaient les armes les uns contre les autres. Et si par mauvais sort cela arrivait, il recommande d'user de toute la modération possible. En effet, Picrocole étant le voisin de Grangousier, cela s'applique comme pour les Grecs. Il ne s'agit pas de guerre mais de sédition. Et pour pouvoir continuer à vivre avec son voisin, eh bien, en cas de défaite, comme c'est le cas ici, il faut user de modération. Dieu sera le juste juge de notre différend, donc Grangousier se place ici dans une position d'humilité. Ça n'est pas à lui d'exercer une sorte de justice divine sur Picrocole. Il doit au contraire faire preuve de modération et Dieu verra ce qu'il en fera par la suite. Mais ça n'est pas du domaine de Grangousier qui ne doit pas se substituer à Dieu. Donc ces paroles achevées, il appela le moine, donc qui demande un petit peu son avis, et finalement aussi Grangousier demande au moine, donc à frère Jean, qui a amené Touquedillon prisonnier, s'il veut une récompense pour cela. Et le moine répond un peu logiquement par rapport au personnage, c'est-à-dire qu'il n'est pas motivé par une quelconque récompense. Grangousier donc commanda que devant Touquedillon on compta au moine 62 000 saluts pour cette prise. Ce qui fut fait, donc on donne une collation à Touquedillon. On demande même à Touquedillon s'il préfère rester avec Grangousier ou retourner chez Picrocole. Donc Touquedillon, avec humilité aussi, répond qu'il va suivre ce qu'on lui donne, ce qu'on lui dit de faire. On donne à Touquedillon un certain nombre de cadeaux, donc une belle épée de Vienne avec un fourreau d'or orné de beaux motifs d'orfèvrerie, un collier d'or pesant 70 000 marcs, garni de fines pierreries qu'on estimait à 160 000 ducats, et 10 000 écus en présent honorable. Donc Touquedillon repart les bras chargés en quelque sorte de cadeaux.
Et le moine rend à Grand Gousier les 62 000 saluts pour que vraiment il n'obtienne rien de cette prise. Et finalement, Grand Gousier explique que c'est à la fin de toute cette histoire qu'il va récompenser véritablement le moine. 47. Comment Grand Gousier fit mander ses légions et comment Touquedillon tua Astivo et puis fut tué sur l'ordre de Picrocole. Donc, les gens des alentours, pendant ce temps, envoient des ambassades à Grand Gousier pour lui dire qu'ils étaient avertis des torts que lui faisait Picrocole. Donc, en quelque sorte, tous les alliés de Grand Gousier se manifestent et proposent leur aide, en hommes et en argent. Alors, l'argent représente une somme extraordinaire, encore une fois, 134 millions et 2 écus, les gens étaient 15 000 hommes d'armes, 32 000 chevaux légers, etc. Donc on a des moyens colossaux qui sont mis à la disposition de Grand Gousier. Grand Gousier ne refusa ni n'accepta cette offre complètement, il les remercia grandement et dit qu'il arrêterait cette guerre par telle méthode qu'il ne serait pas nécessaire de retenir tant de gens de bien. Donc il explique qu'il considère bien l'offre, mais qu'il va essayer d'arrêter la guerre en se débrouillant et sans dépenser une telle quantité de d'hommes finalement. Il envoya seulement des gens pour amener en ordre les légions qu'il entretenait ordinairement dans ses places. Donc il va préparer ses propres légions, si bien instruits en arts militaires. Donc ces soldats sont si bien instruits en arts militaires qu'ils ressemblaient plus à une harmonie d'orgue et à un mécanisme d'horloge qu'à une armée ou à un corps de gendarmes. Donc ainsi, l'armée de Grand Gousier se met en marche selon un ordre vraiment extraordinaire. Touquedillon, pendant ce temps-là, se présente à Picrocole, lui raconte ce qui lui est arrivé, explique qu'il a été très bien traité et que finalement, Grand Gousier est un homme de bien et qu'il ne faut pas continuer à le molester ainsi, ce n'est ni profitable ni raisonnable. Parce qu'on va sortir de cette guerre n'apportera que misère et malheur. Et donc, Astivo, l'un des autres conseillers de Picrocole, va crier à la trahison, finalement, de gens si facilement corrompus, comme je vois que Touquedillon l'a été. Sur cette entrefaite et sur ces accusations d'Astivo, Touquedillon tira son épée et transperça Astivo. Picrocole devient furieux, il commanda à ses archers de le mettre en pièces, ce qui fut fait sur l'heure. Donc, mort de Touquedillon. Le corps d'Astivo, qui a crié à la traîtrise, est honorablement inhumé, tandis que le corps de Touquedillon est jeté par-dessus les murailles, ce qui n'est pas sans rappeler l'histoire d'Éthéocle et Polynice dans le mythe d'Oedipe. Les nouvelles de ces outrages furent sues par toute l'armée, ce dont plusieurs commencèrent à murmurer contre Picrocole. Donc on voit un début de rébellion dans l'armée de Picrocole. Et encore, Grippino arrive et explique aussi que l'armée est en péril et que si l'armée de Picrocole est assiégée, il y a peu d'éléments pour pouvoir résister. Et la réponse de Picrocole à cet avertissement, c'est « merde, merde ». Globalement, vous couinez avant d'avoir mal. Hein. Vous ressemblez aux anguilles de Melun qui crient avant qu'on les écorche. Laissez-les seulement venir, ce qui n'augure pas grand-chose de bon. Alors, le fameux siège arrive au chapitre suivant, chapitre 48, comment Gargantua assaillit Picrocole dans la roche Clermont et comment il défie l'armée de Picrocole, donc la dernière grande bataille. Donc Gargantua eut la charge totale de l'armée, son père demeura dans son logis. Il promit de grandes récompenses à ceux qui feraient quelques prouesses. Donc l'armée gagne le gué de Vède, Gargantua délibère avec ses amis sur ce qu'il faut faire, et Gymnaste explique que les Français ne valent surtout qu'au premier assaut, donc il faut donner l'assaut maintenant, dès que les gens se sont un peu restaurés, donc c'est-à-dire on se pose un petit peu et on y va tout de suite, on n'attend pas midi à 14h. Donc finalement, on prend la décision de lancer l'assaut. Jean des Entomeurs prit avec lui 6 enseignes de fantassins, 200 hommes d'armes, traversa le marais en grande rapidité, il arrive sous le puits, etc. L'assaut continue, les gens de Picrocole ne savent pas s'ils doivent sortir de la ville pour les recevoir ou bien rester à l'intérieur, mais Picrocole sort furieusement avec tous les hommes d'armes de sa maison. Et là, il fut reçu et festoyé à grands coups de canon, c'est-à-dire que dès que Picrocole sort avec ses soldats,
il est reçu par toute l'artillerie, en quelque sorte, de Gargantua. Ceux de la ville, pendant ce temps, vont se défendre du mieux qu'ils peuvent, pendant que les troupes de Gargantua se retirent du bord de la ville pour laisser l'artillerie faire son office. Et finalement, on voit que certains de la bande sauvés de l'artillerie donnèrent courageusement sur nos gens, donc certains soldats de Picrocole se débrouillent tout à fait bien, attaquent les troupes de Gargantua, mais finalement, ça ne leur sert pas à grand-chose, puisque leur courage ne sert qu'à se faire tuer par l'artillerie. Le moine aussi va occuper le passage et empêche toute retraite des troupes de Picrocole, et finalement, celles-ci se mettent en fuite sans ordre ni organisation. Au bout d'un moment, on envoie le duc frontiste inciter Gargantua à s'avancer pour gagner le coteau à gauche, donc on essaye de faire une tentative de manœuvre militaire. Mais finalement, ça échoue et Gargantua charge avec ses troupes. Il a des dommages venus des murs de la ville et Gargantua va secourir ses troupes en difficulté avec toute sa puissance et son artillerie commença à frapper sur ce quartier de muraille. Donc Gargantua va aider ses troupes en difficulté pendant que sa propre artillerie attaque La Roche-Clermault et la partie de la ville qui attaque ses troupes. Puis il cria horriblement, les siens aussi, ils tuèrent sans résistance les gardes de cette porte. Donc finalement, Gargantua va prendre la ville. Les assiégés voient que les gargantuistes avaient gagné la ville, se rendent au moine à merci aussi, donc se rendent à la pitié du moine. Le moine les fait enfermer dans les églises en gardant les portes. Et il se porte lui-même au secours de Gargantua. Donc c'est là toute la description dans le chapitre 48 de la manœuvre militaire de Gargantua. On sent que Rabelais se fait un petit peu plaisir en décrivant cette bataille. Picrocole pensait que les secours lui venaient de la ville et par outrecuidance se hasarda plus qu'avant, jusqu'à ce que Gargantua s'écrie que c'est fiers gens. Et alors, à ce moment-là, finalement, Picrocole et ses gens, comprenant que tout était sans espoir, prirent la fuite de toutes parts. Gargantua les poursuivit jusqu'à Vaugaudry, tuant et massacrant, puis il sonna la retraite. Donc, à retenir de ce chapitre que Gargantua met le siège devant La Roche-Clermault et qu'après des manœuvres où il montre tout son courage, il l'emporte, tandis que Picrocole s'enfuit. Comment Picrocole fut surpris dans sa fuite par de mauvaises chances et ce que fit Gargantua après la bataille. Donc, on a ici le sort de Picrocole qui s'enfuit vers l'île Bouchard. Au chemin de rivière, son cheval broncha et c'est-à-dire que son cheval trébuche, renacle un petit peu. Il finit par tuer son cheval dans un mouvement d'humeur. Ainsi s'en alla le pauvre colérique, et racontant ses mauvaises fortunes, il fut avisé par une vieille sorcière que son royaume lui serait rendu à la venue des Coquecigrues. Donc là, petit moment assez drôle sur le sort de Picrocole qui rencontre une sorcière à qui il raconte ses malheurs et qui lui dit que son royaume va être rendu à l'avenue des Coquecigrues, c'est-à-dire, vu que c'est un mot inventé, à la Saint-Glinglin. Toutefois, on m'a dit qu'il est à présent pauvre tâcheron à Lyon, c'est-à-dire homme de charge, coléreux comme auparavant, et il interroge tous les étrangers sur la venue des Coquecigrues, qui montre un peu la crédulité de Picrocole et surtout sa stupidité, puisqu'il n'a pas compris. Et enfin, Gargantua d'abord recensa ses gens, il trouva que peu d'entre eux avaient péri dans la bataille. Donc on a une victoire totale, puis il les fit se restaurer chacun dans sa compagnie, et il commanda au trésorier que ce repas leur soit payé, et qu'on ne fasse outrage à personne en ville, puisque maintenant elle était à lui. Donc magnanimité, encore une fois, du vainqueur, qui va bien traiter la ville qu'il vient de prendre. Puis il fit comparaître devant lui sur la dite place tous ceux qui restaient du parti de Picrocole, auquel il parla devant ses princes et capitaines comme il s'ensuit. Donc on a cette fin de chapitre 49 qui annonce le discours de Gargantua au vaincu. Alors c'est un grand discours qui va marquer finalement la sagesse obtenue de Gargantua. C'est presque le bout de son éducation. Parce qu'on avait vu que la première tentative de discours de Gargantua s'était soldée par le fait qu'il pleure comme une vache. Hein. C'était le moment où il avait été surpassé par Eudémon.
après l'éducation qu'il avait reçue des sophistes. Et là, maintenant, il est capable de faire véritablement une harangue aux vaincus. Il explique que nos pères, aïeux et ancêtres ont prôné la libéralité, c'est-à-dire la générosité. Et comment dire, la doctrine des aïeux de Gargantua, c'était de dire qu'on obtenait davantage en étant généreux avec les gens qu'on avait vaincus qu'en érigeant des arcs de triomphe et des monuments à sa gloire. Alors, il va reprendre pour prouver tout cela une vieille histoire. Le ciel entier a été rempli de louanges et de remerciements que vous-même et vos pères fîtes lorsque Alpharbal, roi des canards, à qui son bonheur ne suffisait pas, envahit furieusement le pays d'Onis, exerçant la piraterie dans toutes les îles d'Armorique et les régions avoisinantes. Il fut pris et vaincu dans une juste bataille navale par mon père. Donc il va citer l'exemple de son père et de ce fameux Alpharbal, qui était un tyran un petit peu comme Picrochole et qui a voulu s'emparer de l'Onis et des régions avoisinantes. Grand Gousier va le vaincre et il va avoir ces propos. Il va le traiter courtoisement, le logea agréablement dans son palais avec lui et par une incroyable bonté le renvoya avec sauf-conduit. C'est-à-dire que Grand Gousier a vaincu le fameux Alpharbal. Il va le recevoir comme son ami dans son palais et le traiter avec une grande courtoisie. Ce qui fait que quand Alpharbal va retourner sur ses terres, il fit assembler tous les princes et les états de son royaume, il leur exposa l'humanité qu'il avait trouvée en nous, et il les pria de délibérer sur ce fait, de telle manière que le monde y trouve un exemple. Donc, il va être important pour Alpharbal de montrer qu'il a été bien reçu, et donc de remercier en quelque sorte Grand Gousier. Alpharbal, en sa propre personne, retourna rapidement avec 9038 grands bateaux de transport, menant non seulement les trésors de sa maison et de sa lignée royale, mais presque de tout le pays. Donc, pour remercier Grand Gousier de ce grand traitement, il revient le voir avec des bateaux chargés de richesses. Quand il fut arrivé, il voulait baiser les pieds de mon père. Le fait fut trouvé indigne de lui et ne fut toléré, mais il fut embrassé en ami. Donc, on le reçoit encore une fois comme un ami, au lieu de le recevoir en vassal. Les présents ne sont pas acceptés parce qu'ils sont trop excessifs. Et finalement, Alpharbal se donne comme vassal et esclave volontaire, lui et sa postérité. Cela ne fut pas accepté pour paraître injuste. Il veut essayer de compenser cet Alpharbal en s'offrant comme un vassal, c'est-à-dire comme étant soumis à Grand Gousier, ce que Grand Gousier, encore une fois, refuse. Pour finir, donc Grand Gousier décide de minimiser le bon traitement qu'il avait donné à Alpharbal, disant que cela ne valait pas plus qu'un bouton et qu'il était tenu de leur montrer de l'honnêteté. La solution ainsi, c'est que les Canariens, donc le peuple d'Alpharbal, va être tributaire perpétuel et s'engage chaque année à donner 2 millions d'orphins à 24 carats. Tributaire, c'est-à-dire qu'ils doivent verser une sorte d'impôt. Ils décident de verser une sorte d'impôt au peuple de Grand Gousier. Donc 2 millions d'orphins à 24 carats, c'est presque de l'or pur. Hein. De l'or 24 carats, c'est de l'or à maintenant 925 millièmes, si vous allez dans une bijouterie. Et ils augmentent tellement, et finalement, en fait, ils ont payé la première année ces 2 millions. La seconde, ils augmentent un petit peu leur tribu. La troisième, etc. La quatrième, on passe à 3 millions. Et ils augmentent tellement au fur et à mesure leur tribu de leur propre gré qu'on va être contrainte de leur interdire de la porter. Et ce que veut montrer Gargantua ici, c'est que quand on traite bien ses ennemis, ils en sont reconnaissants et qu'on obtient finalement plus que si on avait imposé des conditions drastiques. Donc maintenant, il va faire la même chose en donnant l'exemple de ce traitement de son père qui a finalement plus rapporté à son pays que s'il avait pillé le pays d'Alpharbal. Eh bien, il va faire exactement la même chose. Il va expliquer qu'il regrette que Picrochole ne soit pas ici pour le traiter comme son père l'a fait avec Alpharbal. Et il veut que son royaume demeure tout entier à son fils, donc il ne va pas s'emparer du royaume de Picrochole, il va le laisser
Au contraire, il va éduquer le fils de Picrocole avec les gens savants du royaume pour en faire un prince de plein droit et surtout lui donner de bonnes valeurs. Il ordonne que Ponocrates organise finalement l'éducation du fils de Picrocole et qu'il soit assidu auprès de l'enfant. Et que Ponocrates aussi veille à ce que personne n'abuse l'enfant. Je considère que la facilité trop molle et l'âge de pardonner aux malfaisants leur est une occasion de mal faire ensuite facilement à cause de cette pernicieuse confiance qu'ils seront graciés. Il explique aussi qu'il veut se montrer ferme avec ceux qui ont posé problème au départ, et donc il veut qu'on lui livre les Foissiers, donc ce beau marquet qui a été la source et la cause de cette guerre, par sa vaine outrecuidance, les autres compagnons Foissiers qui ont négligé de corriger la tête folle de Marquet, et aussi tous ceux qui ont poussé Picrocole à la guerre pour que eux soient punis, parce qu'il faut les punir de façon importante aussi. Alors, les séditieux demandaient, donc le 51, comment les vainqueurs gargantuistes furent récompensés après la bataille. Donc là, c'est vraiment le chapitre de clôture de ces guerres picrocolines. Donc les séditieux demandés par Gargantua lui furent livrés, sauf Spadassin, Merdaille et Menuaille qui s'étaient enfuis. Gargantua ne leur fit aucun autre mal que de les mettre à tirer les presses de son imprimerie qu'il avait récemment créée. Donc il les condamne à une sorte de travail dans une imprimerie. Il fait inhumer honorablement tous les morts. Les blessés, il les fait traiter dans son grand hôpital. Donc il se montre aussi magnanime avec tous les habitants de la ville. Il explique aussi qu'il va rembourser aux habitants de La Roche-Clermault les dommages qui ont été faits à leur ville. Et il va faire bâtir un château fort en y mettant des gens pour se définir mieux contre les alarmes soudaines. Il va remercier tous les soldats de sa légion. Il les renvoie hiverner dans leur cantonnement, sauf certains qu'il va amener avec lui devant Grand Gousier. Grand Gousier, lorsqu'il voit arriver tous ses vainqueurs, donne un festin le plus magnifique, le plus abondant, le plus délicieux, évidemment. Ça se termine par un banquet. On fait quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et en plus, justement, il va récompenser les vainqueurs. Sorti de ces coffres 1 200 000 écus comptants. Et de surcroît, il donna à chacun d'eux en perpétuité ses châteaux et ses terres voisines selon qu'ils leur étaient les plus commodes. Donc il va distribuer des récompenses. Donc Ponocrates aura la Roche-Clermault, Gymnaste le Coudray, Eudémon Montpensier, le Rivaux Tolmer, Ithibol Montsoreau, etc. Donc chaque grand serviteur de Grand Gousier, chaque grand capitaine aura sa récompense pour récompense de sa victoire au combat. Finalement, on va donner des châteaux. Comme au Moyen-Âge, on donnait des titres et des châteaux aux grands capitaines.